Donc, en effet, ce soir, l'objectif est de vous parler de ce… Il paraît que les Suisses, ils aiment bien parler français, hein? Alors, du bureau de gestion des exigences métiers. Voilà, on vit plein d'anglicismes tout le temps, t'inquiète. OK. Et voilà le programme que je propose. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. OK. Je vais peut-être me présenter de manière un petit peu plus complète. Alors là-dessus, sur ce que vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je vais simplement vous demander de retenir le fait que je suis consultant opérationnel en système d'information, management et stratégie de système d'information depuis une bonne quarantaine d'années. J'ai été DSI dans 7 entreprises différentes pendant une quinzaine d'années. Vous imaginez bien que j'ai travaillé dans un certain nombre de secteurs d'activité également. Je suis ingénieur industriel de formation il y a très très longtemps. Et puis, j'ai acquis un certain nombre de certifications, dont la certification CIBAP en 2008, acquise, c'est pas noté dans le fond, acquise au Canada pendant que j'y étais. Certification que j'ai renouvelée en 2011 et donc elle a été valable jusqu'en 2014. Et puis j'ai souhaité travailler sur d'autres certifications, notamment la gouvernance système d'information, et du coup je n'ai pas renouvelé celle-ci. Alors, voilà une très courte bibliographie que je vous propose. Alors, vous repérez bien sûr le BABOK de l'IIBA, vous repérez également le PMBOK du PMI, mais je cite aussi trois autres livres, dont à mes yeux celui qui est le plus important en matière de business analysis, qui est celui de M. Wiggers, Carl Wiggers, qui en est à sa 3e édition, qui est vraiment une excellente référence. Alors, je mentionne cette bibliographie parce que je voudrais prendre une ou deux petites précautions oratoires ce soir avec l'ensemble des participants. Comme je viens de vous le dire, j'ai été DSI pendant une quinzaine d'années, j'ai été forcément business analyst et gestionnaire de projets par ailleurs, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui vient plutôt de l'observation d'un DSI que d'un business analyst. Le Requirement Management Office étant on va le définir tout à l'heure, étant le bureau de gestion des requirements, des exigences métiers, dans lequel on va trouver tous les business analysts qui travaillent dans la DSI. Ça, on sait déjà. Ce qui m'importe, c'est de vous dire que ce que le séminaire de ce soir ne va pas vous apporter, j'espère qu'il va vous apporter un certain nombre de choses, mais ce qui ne va pas vous apporter, c'est des trucs, des petites astuces que vous pourrez utiliser, vous, comme business analyst, directement demain matin. Ça, je suis un petit peu désolé pour cet objectif. Ici, je cherche plutôt à montrer comment, en tant que DSI dans une entreprise, il faut implémenter un RMO, et 2, à quoi ça ressemble, et 3, comment faire. OK ? Ça, ça me paraît extrêmement important comme petite précaution oratoire. Alors, je vais en faire d'autres dans le courant de la présentation, mais je voudrais directement faire référence à la manière dont M. Claude Duc a présenté sur LinkedIn le webinaire de ce soir. Et j'ai été complètement emballé par la question qu'il avait posée. Et si c'était la solution? Et dans le fond, je voudrais rebondir sur cette première question avec l'audience en disant, et si c'était la solution? Et en quoi le RMO, ou comment le RMO, est-il supposé régler quel type de problème? Claude, je te passe la parole. L'idée, c'est de vous faire réagir à partir d'un certain nombre de propositions pour que, par l'intermédiaire d'un petit sondage, on voit comment les choses évoluent de votre côté. Alors, le sondage est lancé.
Vous devez pouvoir voter, donc, quels sont les problèmes qu'un RMO est supposé résoudre. Alors, il faut un petit peu de temps pour lire toutes les réponses. C'est vrai que c'est assez long. Donc, RMO pour Bureau des exigences métiers. Hein. Oui. Alors, vous ne voyez pas les sondages, mais on va vous le montrer. Je vois que Michel sourit. Suspense. Ça avance, ça avance. Est-ce qu'on peut voir déjà combien de personnes ont voté? Ah oui, il y a 40 personnes et 28 personnes ont déjà voté. On va encore donner la chance à 4 ou 5 personnes de voter et puis on va passer aux commentaires. Là, on a 1 minute. On va attendre encore un peu. Ça monte toujours. Ah, quelqu'un a levé la main. On va attendre 1 minute 30, encore un tout petit peu. Voilà, on va y aller. Donc là, tu le montres maintenant. Exactement. OK. Et là, tout le monde le voit maintenant. Tout le monde le voit. Parfait. Je te laisse le commenter peut-être dans un premier temps, Claude. Si tu veux. Alors, je crois que clairement, il y a toutes les réponses ci-dessus qui l'emportent. Hein. On voit que c'est rouge à 68%. Sinon, après, on est entre alignement stratégique, anticiper les exigences. Et après, il y a une réponse inflation, une réduire et 0 mesurer les bénéfices obtenus. Je te laisse la parole. Alors, moi, je vais faire directement un commentaire là-dessus. Le premier commentaire que j'ai envie de faire, c'est « Wow, trop facile ». En effet, la super bonne réponse, c'était la dernière. C'est toutes les options ci-dessus sont effectivement valables et c'est bien dans les objectifs du RMO. Vous vous rappellerez peut-être que je vais présenter un business case pour le RMO. Je vais vous proposer toute une série d'autres bonnes raisons pour l'implémenter dans une entreprise. En voici quelques premières. Mon deuxième commentaire, c'est « Personne n'a choisi mesurer les bénéfices obtenus ». Alors, ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous allez voir que l'idée du RMO, c'est de se rendre compte que le cycle de vie des exigences métiers dépasse le cycle de vie de gestion des projets. Alors, à gauche, il va y avoir, avant la gestion des projets, on va le voir en détail, hein, mais avant la gestion des projets, il y a l'anticipation, et puis il y a le fait de travailler sur ou dans les projets. Mais alors, à droite, après les projets, il y a mesurer les bénéfices obtenus. Et là, classiquement, dans les DSI, on n'est pas bon du tout, mais pas seulement dans les DSI, hein, même chose dans les directions utilisateurs. Et donc, pour moi, c'est vraiment un signe fort que personne n'a souligné la notion de mesurer les bénéfices obtenus. Très clairement, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas l'habitude de le faire. C'est très, très intéressant. On peut continuer maintenant, Claude, éventuellement? Le BABOC, c'est vrai que je disais que en fait, c'est à droite, c'est le Requirement Management Office était à droite, mais il y a aussi l'évaluation des solutions qui est couvert par ton RMO. Oui, alors toutes les autres sont bonnes, hein, et elles sont incluses dans la dernière. Mais j'aime beaucoup le fait de voir que mesurer les bénéfices obtenus n'a été choisi par personne. Ou en tout cas, sauf ceux qui ont dit toutes les réponses ci-dessus, bien entendu, hein, mais personne ne l'a véritablement identifié comme étant un objectif isolé. On peut continuer maintenant, Claude? Oups. Alors, si ça ne répond pas, clique juste sur la présentation. C'est moi qui dois cliquer dessus? Voilà. On fait page down et on est bon. C'est fait. Ah, mais maintenant, ça ne bouge plus. Je ne peux plus faire avancer les… oui, il faut cliquer sur la présentation avec la souris. Les diapos, je ne peux plus les faire avancer, Claude. Ou alors faire Alt-Tab.
Pardon? Alt-Tab? Ah, voilà. Voilà. Alors, Parfait. pourquoi faut-il implémenter un RMO? La première grande idée, c'est celle qui était déjà proposée, c'est combattre l'inflation des exigences pendant les projets, mais surtout parce que les exigences seront définies avant le projet. Ça, c'est dans mon esprit. Et vous allez voir que c'est quelque chose que je vais développer pendant toute la présentation. C'est l'aspect de développer des exigences métiers indépendamment des projets. La deuxième raison, la voilà, c'est mesurer les bénéfices réels obtenus grâce au développement d'un produit ou d'une solution par l'exécution d'un projet. Mais vous voyez que en plus de la phase initiation, développement, déploiement, il y a une phase réalisation des bénéfices. Et à condition qu'on a mesuré le point de départ, qui est le current state, le ASIS, l'état actuel, on va être capable, après un certain temps, de mesurer les bénéfices obtenus par la nouvelle solution et donc, en effet, de vérifier par les faits, concrètement, par les chiffres, la rentabilité effective du projet qui a été exécuté. Et la troisième idée, celle-là est un petit peu plus difficile, mais elle me tient tout particulièrement à cœur. Et elle est basée sur la constatation suivante. Les marchés, les besoins du marché, les exigences métiers des marchés évoluent plus vite que la capacité d'adaptation des entreprises. Et donc, être simplement réactif, j'ai failli dire agile, mais je le dis quand même, être simplement réactif n'est plus suffisant. Parce que de toute façon, le train, il a quitté la gare et le train roule plus vite que ce que nous sommes capables de courir. Et donc, l'écart continue de grandir, même si, et je comprends très bien l'idée de l'agilité, on est capable de réactivité, mais dans mon esprit, cette réactivité ne peut pas s'exprimer aussi rapidement que l'évolution des besoins des marchés. Et donc, quelque part, on play catch-up. On joue toujours à essayer de rattraper ce train, mais c'est peine perdue. Pourquoi? Donc, le premier chapitre, c'est pourquoi les projets informatiques continuent. Je me suis trahi là en disant continuer. Pourquoi les projets informatiques échouent? Alors, je vous présente ici des rapports, des résultats de rapports d'un cabinet de conseil américain qui s'appelle le Standish Group, qui édite à peu près tous les 2 ans ce qu'ils appellent le Chaos Report. Plus personne au monde ne met en cause la manière dont ces gens-là calculent, regardent, interrogent, font des scans du marché, traitent les données statistiques, etc. Bref, le Standish Group, au travers de son Chaos Report, montre très clairement que ces 40 dernières années, j'insiste bien là-dessus, que ces 40 dernières années, le taux d'échec des projets a quasiment pas évolué. Il se situe en général entre 70 et 75%. Alors, quand on dit le taux d'échec, c'est un taux d'échec réel et puis un challengé, ça veut dire qu'ils ont dépassé à la fois les budgets, ils n'ont pas atteint le scope, il n'y a pas de satisfaction du client, on est très très loin dans les temps, dans les budgets et dans le scope. Une caractéristique du Chaos Report 2019, ils sont même montés, alors ça c'est quand même assez incroyable, ils sont passés de 75 à 83,9, qui est énorme. Et puis il y a différents sondages effectués par d'autres sociétés de conseil qui aboutissent à peu près aux mêmes conclusions. 75% des projets de transformation digitale échouent. Je me rappelle d'avoir répondu sur LinkedIn à quelqu'un qui faisait cette réflexion, et c'était en anglais, et j'ai répondu « Tell me something I don't know ». Je ne suis pas spécialement étonné que les projets de transformation digitale, non pas parce que ils sont très à la mode, qu'ils échoueraient moins que les autres. Ce qui est quand même fondamental dans ce que je viens de dire, c'est que ça fait 40 ans que ça dure.
Alors, on va faire un deuxième petit sondage, si vous voulez bien. Je vais encore vous mettre à contribution. Je te repasse la parole, Claude. Alors, c'est le sondage. Voilà. On va les voir. Alors, quelqu'un m'a demandé comment voter. J'ai de la peine à répondre puisque moi, je ne peux pas voter. J'imagine qu'il faut cliquer sur la bonne réponse. Voilà, si quelqu'un peut nous renseigner dans le chat pour confirmer la manière de voter, ça nous arrangerait. Je crois qu'il suffit de cliquer sur la bonne réponse. Hein. Ouais. Oui, j'imagine que c'est voilà, que c'est très simple. Et puis, dans les questions, il y a une petite information. Hein. Pour info, le livre de Vigers, 3e édition, est disponible gratuitement en PDF sur le site academia.edu. Voilà, je vais vous le... Le livre de Vigers? Oui, de Vigers. Ouais. Et je vous le remets dans les commentaires. Petite page de publicité entre deux. Oui. Alors, on a déjà du 15%, on a du 25%. Ah, il est là 2 fois, le 25%. C'était 35, c'est 15%, 25%, 35%, 45% ou 55%. Je pense que les gens auront corrigé naturellement. Ouais, voilà, c'est pas difficile. Hein? Une petite pièce de QI qui était cachée dans la... C'est une faute de frappe. Oui. Alors, nous avons 30 personnes sur 39 qui ont voté. Est-ce qu'on est déjà à 1 minute 30? On s'arrête là, Claude? On était là. Alors, en gros, le résultat, c'est que 43% des gens ont voté pour les 55%, 40% des gens ont voté pour 45%, et puis 10% pour 15% et 7% pour les 35%. D'après le... Alors, il y en a qui sont très, très, très sévères. Ce sont ceux qui ont choisi 55%, qui représentent une petite majorité. En réalité, d'après le... Alors ici, je suis toujours coincé, Claude, parce que quand je veux aller au suivant, il ne me laisse pas le faire. Je clique sur... Ah, voilà. Okay. Donc, et c'est ici ce que j'appelle les réponses que je vais qualifier de traditionnelles. Il y a le chiffre en haut à droite, là, 43,2, que j'ai assimilé au 45%. Donc, classiquement, depuis 15, 20 ou 30 ans, le Standish Group fournit les principaux facteurs ou causes d'échec des projets et on trouve la liste. Et j'ai mis en vert, en bleu turquoise, les facteurs qui sont liés directement aux exigences métiers. Alors, on voit, elles sont incomplètes, elles ne sont pas réalistes, elles changent tout le temps, on n'en a plus besoin. Et puis, il y a une question de maturité technologique des utilisateurs. Tout ça nous emmène aux alentours de 45%. Alors ça, c'est fondamental dans la démarche intellectuelle que je veux essayer de suivre avec vous ce soir. C'est, moi, quand j'ai vu ça, il y a quelques années, je me suis dit, là, on est typiquement dans la définition, pour ceux qui connaissent un peu le Babok version 2, du business analyst bridging the gap, celui qui comble l'écart entre les utilisateurs d'un côté qui comprennent rien à l'informatique et les informaticiens de l'autre côté qui comprennent rien aux utilisateurs et surtout qui accusent les utilisateurs de ne pas connaître leurs exigences métiers. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est pas acceptable parce que c'est, de la part des business analysts, c'est accuser les autres, c'est voilà, nos utilisateurs, ils nous donnent des exigences de manière incomplète, ils ont des attentes irréalistes, etc., etc. Moi, je vais vous proposer une approche totalement différente en se disant, c'est nous les responsables de la production des exigences métiers. Et du coup, je vous propose un certain nombre de questions. Est-ce que la volatilité concernant les exigences métiers résulte plus de
la manière dont la compréhension par les business analysts évolue, la compréhension du problème posé, plutôt que le fait que c'est des utilisateurs qui changent leurs demandes. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas finalement de la part des business analysts du premier regard qu'ils ont sur un domaine qui pose problème? Je passe les deux autres raisons. Je voudrais arriver directement à la deuxième proposition. Est-ce que les exigences métiers sont toujours pas claires au début d'un projet? Elles sont très rarement définies au début d'un projet. La réponse est oui. Est-ce qu'on gère les exigences métiers en dehors des projets? La réponse est non. Est-ce qu'on fait clairement la distinction entre les besoins, le scope, le périmètre du produit et le périmètre du projet? La réponse souvent est non. Je voudrais faire avec vous une petite analogie. Imaginez qu'on doive construire un pont au-dessus d'une rivière et nous sommes le chef de projet de ce projet. Et on doit faire un business case et on doit préparer le timing, les ressources, le budget, le WBS, etc. pour construire le pont. Mais on ne sait pas quel pont. On ne sait pas si c'est un pont pour les trains, on ne sait pas si c'est un pont pour les voitures, on ne sait pas si c'est un pont avec les 2 étages, on ne sait pas à quel endroit de la rivière est-ce que les deux bords de la rivière sont éloignés ou sont rapprochés, quelle est la profondeur de la rivière à cet endroit-là. Bref, pour moi, c'est comme ça que démarrent la plupart des projets informatiques. On n'a pas une idée très claire de ce qu'il faut faire avant de commencer. Et ceci dit entre nous, c'est d'ailleurs pour ça que a débarqué dans notre manière de faire le concept d'agilité. Mais ce n'est pas grave, si on ne sait pas ce qu'on doit faire, mais on va le découvrir au fur et à mesure. Okay? On va voir plus loin que c'est vraiment une approche que je rejette complètement. Alors, le troisième élément, j'ai envie de dire, est lié à la gestion de projet elle-même. Pour ceux qui connaissent un petit peu le PMI, il fonctionne de la même manière ou à peu près que le BABOK. Il y a les 5 process groups qui sont en haut, là, initiation, planning, exécution, contrôle et surveillance et puis fermeture. Et puis, il y a les 10 domaines de compétences. Le seul endroit, je me répète, le seul endroit dans le PMI, et je propose que ceux qui ne me croient pas fassent du fact-checking, comme on dit aujourd'hui, de manière très à la mode. Le seul endroit où il y a une activité à l'intersection des process groups et des domaines de connaissances qui parle de requirements, c'est dans le planning lié au scope, c'est l'activité 5.2 qui dit collect requirements. Je demande d'être mis en défaut. Je pense que ce sera difficile. Dans le PMI, c'est le seul endroit où on parle explicitement de la notion de requirements. Dans mon esprit, c'est vraiment fondamental. Okay? Alors, passons peut-être rapidement en revue les raisons pour implémenter un Requirements Management Office, un bureau de gestion des exigences. Et là, je me suis proposé de vous le présenter sous la forme d'un balance scorecard avec les 4 cadrans habituels, la contribution financière, l'orientation ou la satisfaction des clients d'un côté, l'excellence opérationnelle interne de l'autre, et tout en bas, le learn and grow, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être meilleur dans les 3 autres cas. Alors, je vais vous laisser découvrir les différents éléments qui sont là. Je vais pointer certains d'entre eux. Par exemple, dans contribution financière, on espère qu'on va réduire les coûts de gestion des exigences métiers. On va probablement aussi améliorer l'alignement entre la stratégie business et les solutions proposées par l'IT. Au niveau satisfaction client ou orientation client, voilà, on va répondre plus rapidement à des demandes clients nouvelles.
Pourquoi? Parce qu'on a probablement anticipé. J'anticipe un peu sur les réponses. Hein. Du côté excellence opérationnelle, on améliore les méthodes et techniques, elles se démocratisent au sein de l'équipe, tout le monde fonctionne de la même manière, donc on augmente la consistance et on réduit le rework. Et au niveau orientation au futur, learn and grow, ben, on peut dire qu'il y a une diminution du temps de la learning curve parce que les méthodes sont bien établies, les outils, les techniques sont bien établis, sont bien documentés. Et donc, tout nouveau business analyst qui est intégré à l'équipe du RMO a à sa disposition immédiatement une grosse documentation à laquelle il peut se référer pour commencer réellement à travailler. Alors, voyons un petit peu maintenant la place de… Toujours pas de questions, Claude? On avait proposé de faire des questions, de prendre des questions entre des chapitres. Il y a quelqu'un qui te challenge, qui dit, il me semble que les requirements apparaissent dans Manage Project Scope et Change Management, pas seulement dans le Project Planning. Alors, on demande des preuves, là. Ah oui. Donc, si on regarde avec ton schéma, Ouais. Dans le Manage Project Scope, dans Manage Project Scope, il est où? Ben, il est dans Scope, Planning. Et Change Management, pas seulement dans le Project Planning. Change Management, ce n'est pas nécessairement lié aux requirements. Hein. Donc, pour moi, si vous voulez, j'ai pointé dans le titre de l'activité l'utilisation du mot requirements. On peut faire des demandes de changement sur des projets qui ne sont pas nécessairement directement associés à des exigences métiers. Mais donc, dans le libellé de l'activité, dans mon esprit, et encore une fois, après avoir vérifié tout ça, la seule activité qui fait explicitement référence dans le PMBOK à la notion de requirement, c'est celle-là, c'est la 5.2. Ok. Petite remarque. Quand on parle de scope dans le PMI, est-ce qu'on ne parle pas un peu aussi de requirement? Mais on est dans le 5.3, on est toujours planning scope. Quand on parle de scope dans PMI, est-ce qu'on ne parle pas un peu aussi de requirement? Alors, le scope, ici, c'est aussi lié à la notion de quelle est la place du nouveau produit ou de la nouvelle solution par rapport à toutes celles qui existent. Alors, forcément, dans le scope, on parle de requirements, mais c'est aussi surtout le nouveau produit ou la nouvelle application. Quelles sont les interfaces qu'elle peut avoir avec les autres applications ou les autres solutions existantes. Et on parle du define scope aussi pour dire ce qui est out of scope. Parce qu'on pourrait dire aussi, les requirements sont partout. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le niveau de maturité dans le PMI en ce qui concerne les requirements. Alors, je suis forcément d'accord que dans le scope, il y a les requirements, mais c'est sous-entendu. Et les gens qui ont beaucoup d'expérience, ils savent ça. Là, on parle de PMI, hein, mais dans le BABOK, Oui. c'est clairement défini avant le projet et après le projet. Hein. Oui, oui. Alors ça, on va en parler un petit peu plus tard, parce que pour moi, le cycle de vie des exigences métiers, je vais dire les choses autrement. Travailler sur les exigences métiers est fait de manière indépendante des projets. Ce qui me dérange dans le BABOK, c'est qu'ils disent on va travailler un petit peu avant et un petit peu après. Et ils font toujours référence à un projet. Moi, je voudrais changer complètement de paradigme dans le mode de fonctionnement des DSI des entreprises, et même des DSI, mais aussi des utilisateurs, c'est d'avoir systématiquement une approche projet. Moi, je voudrais qu'à côté de l'approche projet, on ait d'abord et avant tout une approche gestion des exigences métiers, parce que ça me paraît beaucoup plus fondamental. Je vais peut-être choquer certains en disant ce n'est pas le projet qui doit être aligné avec la stratégie de l'entreprise, c'est la solution, c'est le résultat du projet qui doit être aligné avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, dans mon esprit,
Alors, je ne veux pas mettre les requirements au-dessus de la gestion de projet, mais je trouve qu'il est trop souvent, encore aujourd'hui, en 2020, largement en dessous. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mon idée, c'est qu'il faut que ce soit au même niveau, mais surtout géré de manière totalement indépendante. Je ne gère pas les requirements, les exigences métiers en fonction des projets. Je les gère parce que je regarde les exigences métiers, avant, pendant et après les projets. OK? Je peux continuer? Claude? Pas d'autres questions? Volontiers. On Alors, continue? il y a une petite question encore Ah ouais? qui est venue. Ne pensez-vous pas que ce sont d'abord les processus qui sont au-dessus des requirements? Ah, je m'attendais à cette question. Les anglo-saxons ont une approche processus. Ils n'ont pas une approche data. Ils sont occupés à découvrir le data avec la notion de big data. Alors, quel est le lien? Moi, j'ai envie de poser la question, de renvoyer la question. Quel est le lien entre processus et requirements? Les requirements expriment les besoins en matière de processus et de données. Et d'ailleurs, il y a un troisième élément qui est rarement pris en compte, qui est rarement cité, qui est les règles de gestion, les business rules. Donc, pour moi, le processus n'est pas au-dessus des requirements. Les requirements concernent ces trois éléments-là, les processus, les données et les règles de gestion. J'ai même l'habitude de dire, quand je fais une formation à des business analysts, la question qu'on peut leur poser facilement, c'est de dire, c'est quoi un requirement? On manipule quoi dans un requirement, dans une exigence métier? Quels sont les objets qu'on manipule? Je vous assure que parfois, ça dure 2 heures pour obtenir la réponse. Et la réponse, pour moi, elle est très simple. On manipule 3 objets essentiellement, les processus, les données et les règles de gestion. Et donc, dans mon esprit, les processus sont inclus dans les requirements, ne viennent pas avant. OK? Éventuellement une autre question? Oui. Aligner la solution avec la stratégie de l'entreprise n'est absolument, il manque un pas choquant, c'est une évidence. Les processus sont en fait des parties de solution. Très bien. Question, Les processus sont en effet des parties de solution, comme les données sont des parties de la solution et comme les règles de gestion sont des parties de la solution. Petite question, qu'en est-il des exigences organisationnelles? Qu'en est-il des exigences organisationnelles? On inclut dans les processus? Alors, tout dépend de la manière dont on définit la notion d'organisation. Mon interprétation maintenant, ce soir, ça va être de dire, on va forcément regarder la structure de l'entreprise, mais on va aussi regarder les processus. Et donc, dans l'organisation, j'inclus la notion de processus. Mais je comprends très bien la question. Je ne sais pas si je l'interprète bien, mais je vais vous dire comment moi je l'interprète. En France et dans tous les pays qui ont été influencés par l'organisation des DSI françaises, ils sont venus avec quelque chose qui était très pertinent, qui était la notion de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et au milieu, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, il y avait un peu au départ des directeurs informatiques qui étaient des directeurs de la maîtrise d'œuvre. Et puis, la mode a été de se faire appeler directeur du système d'information. La mode, c'est mon interprétation personnelle. Et un DSI qui est à la fois responsable de l'organisation et du système d'information, il aime bien parfois se faire appeler DOSI. Moi, dans mon esprit, DOSI et DSI, c'est complètement redondant. C'est la même chose, parce que dans le S, il y a l'organisation et l'information et l'informatique. Je ne sais pas si je réponds de cette manière-là à la question. Donc, en gros, encore aujourd'hui, je sais que je vais me faire détester par un certain nombre d'entre eux, mais encore aujourd'hui, il y a en France et dans d'autres pays francophones influencés par la culture française
une majorité de directeurs informatiques, de directeurs du système d'information, qui sont en réalité des directeurs de la maîtrise d'œuvre, qui ne sont en réalité encore que des directeurs de l'équipe de développement et de l'équipe de production. Mais ils continuent de recevoir des cahiers des charges de la part de l'AMOA. Moi, quand j'ai été DSI pendant 15 ans, j'ai toujours été responsable de l'organisation et de l'information et de l'informatique. Et donc, le système d'information, pour moi, comporte les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je viens avec, et je retrouve la question précédente, pour moi, je traite à la fois et sur un pied d'égalité les processus, les données et les règles de gestion. J'espère que j'ai répondu à la question de cette manière-là. Une petite dernière remarque de Pascal. Bonjour Pascal. On peut très bien définir des projets d'analyse dont l'objectif est de définir les requirements. Le scope du projet est alors uniquement de définir les requirements. Projet pour... Très bien. Pourquoi pas? Très bien, ça me va très bien, ça. C'est parfait. Excellent. Il y a une petite question de vocabulaire. Pourriez-vous définir maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage? Jean-Luc, tu devrais être coutumier de cette dénomination qui est plutôt, on va dire, franco-française, mais voilà. Je peux y répondre, si. Bien sûr. Alors, quand vous construisez une maison, votre maison, vous êtes le maître d'ouvrage, parce que c'est vous qui exprimez les besoins que vous avez, et surtout, c'est vous qui allez payer, et c'est vous qui allez réceptionner le travail de qui? Le travail de l'entrepreneur qui assure, lui, la maîtrise d'œuvre. C'est lui qui va physiquement construire votre maison. La différence entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est que la maîtrise d'ouvrage est à la fois celui qui exprime les besoins et celui qui paye, qui a une responsabilité sur le résultat, tandis que la maîtrise d'œuvre, c'est celui qui exécute et qui est responsable uniquement sur les moyens. C'est une définition un petit peu formelle, il y a certainement des zones de gris dans tout ça, mais l'idée est celle-là. Et encore une fois, pourquoi on a inventé la notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage? Mais pour ce que j'ai déjà évoqué, parce que la maîtrise d'œuvre ne comprend pas la maîtrise d'ouvrage et parce que la maîtrise d'ouvrage ne comprend pas la maîtrise d'œuvre. Nos utilisateurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et de l'autre côté, les utilisateurs disent, les informaticiens, ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Et donc, on nous a inventé, de manière très pertinente, il y a 40 ans, il y a 30 ans, c'était très bien de le faire comme ça, une fonction assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce que je regrette profondément, c'est que cette direction de l'assistance à maîtrise d'ouvrage soit séparée de la direction de la maîtrise d'œuvre. Parce qu'alors, on continue à avoir des DSI qui sont, à mes yeux encore, et tant pis si je me fais des ennemis, mais qui sont, à mes yeux encore, non pas des DSI, mais des directeurs informatiques, qui gèrent la technologie et le développement, mais qui ne gèrent pas l'organisation, qui ne gèrent pas les processus, qui n'établissent pas les cahiers des charges. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment issu, et je pense que cette séparation en 3 directions différentes crée d'énormes problèmes dans les entreprises, et c'est vraiment un truc qui a complètement vieilli, outdated, et il faut que ça change. À la fois en France et ailleurs, ils vont y venir, ils vont y arriver, lentement mais sûrement. OK? Claude? On va avancer. Qu'est-ce que tu crois? Il y a encore pas mal de slides. Oui, il y a encore pas mal de slides. Ouais. Oui, j'ai tout à fait d'accord pour les requirements métiers, donc je pense de les gérer hors projet, mais ce n'est pas le cas pour les requirements des stakeholders qui sont différents d'un projet à l'autre. Ah, superbe question. Je vais aborder cette question-là un tout petit peu plus tard quand je vais vous présenter la classification des exigences métiers. OK? Donc, réservez-moi cette question-là pour d'ici quelques petites minutes. Merci. Pour une autre? Oui. Votre définition du RMO inclut-elle les exigences et les contraintes liées à la culture de l'entreprise et des interdépendances entre départements? On va le voir plus tard. Okay. C'est une bonne question, on va voir plus tard. L'organisation, comment tout ça se présente. Bon, très bien, on voit qu'on anticipe sur la suite. Ici d'ailleurs.
Voilà, tu peux continuer. Ça y est? Allez, j'y vais. Au Oui, niveau oui. organisation maintenant du département IT, je présente ici un modèle opérationnel qui n'est pas complet, qui n'a pas ma préférence sur un modèle opérationnel complet, mais qui a l'avantage de présenter différents éléments. Le premier élément qu'on voit sur cette présentation, c'est les trois blocs habituels, d'ailleurs, d'une direction informatique, une MOE. Plan, build, run. On planifie la réalisation, on build, on développe et puis on exécute. Et on voit bien que le PMO, le Project Management Office, essentiellement, son cycle de vie s'étale sur les deux opérations plan-build. Très rarement, et selon mon expérience, presque jamais, il regarde la fonction run. Le Requirements Management Office est beaucoup plus large que ça. Le cycle de vie est beaucoup plus large. Et vous voyez à gauche que j'ai ajouté une autre activité qui s'appelle Listen, qui est assurée d'ailleurs par le business analyst stratégique. Et en fait, avant de planifier, de construire, de développer et d'exécuter, on va écouter, anticiper, regarder le marché, regarder l'évolution du marché. Et ça, c'est fondamental pour préparer des requirements les plus détaillés possibles avant qu'ils entrent dans le PMO. On aurait pu l'appeler licitation ou… Alors, surtout pas l'appeler éllicitation. J'espère que si je l'oublie, Claude, rappelle-le-moi, mais j'espère que je prendrai l'occasion de dire tout à l'heure I do not elicit requirements. I do not gather requirements. Okay? Comme business analyst, je n'élicite pas des requirements. Okay. Là, on est sur le postulat que le business analyst ne fait pas de l'élicitation. J'espère que je vais vraiment développer cette approche-là un tout petit peu plus tard. Ok. Donc, l'idée ici maintenant dans ce modèle opérationnel, et on a implémenté ça au Canada, on a mis en œuvre ce machin-là dans presque 2 entreprises. Il y a une fonction Listen où on travaille directement avec les directions opérationnelles pour comprendre ce dont elles auront besoin, non pas maintenant, mais demain. Et d'ailleurs, dans un certain cas, on s'est posé la question, et si on essayait de comprendre les besoins de nos clients et des clients de nos clients? Parce que si on comprend la chaîne de valeur, eh bien, la pression que vont mettre les clients de nos clients sur nos clients, et eux, ils vont mettre la pression sur nous, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la totalité de la chaîne de valeur. Ça, c'est l'objectif du Listen. On est clair là-dessus? Donc, mais le but, c'était de montrer qu'on a ajouté quelque chose avant le PMO, qu'il y a toujours quelque chose après le PMO, et que l'ensemble, c'est le RMO. Et on voit qu'il y a 3 grands business analysts, le strategic BA qui va de listen à plan, le project BA qui fait le plan build, et puis l'operation BA qui fait le run, qui est parfois comme junior le gars qui travaille au support, au tier 2 du service desk, pardon, mais c'est en même temps potentiellement un autre stratégique billet parce qu'il va faire le lien entre les promesses qui ont été faites dans le listen et puis le plan et ce qui est effectivement et les bénéfices, la réalisation des bénéfices qu'on va effectivement constater dans le run. Parfois après 3 mois, parfois après 6 mois, parfois après 2 ans. Et donc, c'est un Operation BA qui va travailler là-dessus. On a l'impression dans le schéma que le RMO est lié du plan jusqu'au build, mais non, hein, le RMO, c'est la totalité. Le RMO s'étale bien, désolé si ce n'est pas assez clair, le pointillé qui entoure le RMO, qui entoure les 3 types de billets, part du listen et va jusqu'au run. D'accord, oui, parce qu'il y a une accolade, et l'accolade, elle est plutôt pour le Project BA et pas le RMO qui est en dessous. Il faut vraiment regarder le traitier qui est autour. Ah ouais, c'est peut-être pas clair de ce côté-là.
Elle a l'air de pointer seulement sur le RMO. Non, non. Le RMO contient la totalité des 3 billets et s'étale bien à l'intérieur du pointillé, depuis listen jusqu'à run. Bonne remarque, il faut que je change ça. Pas vu, hein. C'est un détail, mais pas tant que ça. PMO, Ouais, il ouais. a fait un traitillé pour montrer son périmètre et je ne l'avais pas remarqué. OK. Je suis d'accord, c'est un peu ambigu. Merci pour celui qui a fait la remarque. Donc, voilà d'un point de vue modèle opérationnel de la DSI. Et voilà en gros son organisation, sa structure interne. Alors, il y a les business units qui sont là-bas au-dessus. Il y a une fonction générique il s'agit de gérer l'engagement des parties prenantes, des stakeholders. Mais en gros, toute DSI dans mon esprit est constituée de 4 grandes fonctions. La fonction demand management, qui en gros fait le PMO et le développement. La fonction supply management qui gère les opérations, qui gère parfois une petite maintenance, on va le dire comme ça. Et puis au milieu, de manière tout à fait centrale, il y a la notion d'architecture d'entreprise, et puis il y a la question de gouvernance et de management. Je vais me permettre une petite réflexion ici, encore en gardant en mémoire la question à propos de MOA, AMOA et MOE. Je pense que tous ceux qui sont familiers de cette structure seront d'accord avec moi quand je dirai, dans les entreprises dans lesquelles il y a 3 directions, l'ensemble des directions métiers, l'ensemble des directions MOA, et puis la direction SI, je veux bien l'appeler comme ça, qui est la direction MOE. Et puis au milieu des deux, une direction qui est la direction organisation, projet, AMOA, la terminologie peut varier selon les entreprises. De manière extrêmement rare, on va trouver une fonction architecture d'entreprise. Pour moi, c'est presque le symptôme, malheureusement c'est un mot qu'on utilise un peu trop souvent ces derniers temps, mais le fait que dans une entreprise, non seulement qu'il y ait ces 3 directions séparées, mais l'autre symptôme, c'est à coup sûr, je vais être gentil, à 95%, il n'y a pas de département d'architecture d'entreprise. Et ça, dans mon esprit, c'est extrêmement grave. Et c'est en cela, par exemple, que les anglo-saxons, eux qui ne font pas ce distinguo entre AMOA et MOE, etc., ils ont, eux, développé depuis très longtemps une fonction architecture d'entreprise qui commence à apparaître dans certaines entreprises de culture française, on va dire comme ça. Petite question, est-ce que Oui. l'architecture d'entreprise, c'est un repository de requirements? Non. Il y a plusieurs couches, il y a les repositories des processus, des systèmes, des applications. Est-ce que ça ne fait pas partie intégrante d'un référentiel de documentaire qui est partie intégrante du RMO? Alors, on va parler plus loin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver. Je vais essayer de vous le montrer rapidement. Pour y revenir. Voilà. On va parler du portefeuille des exigences. Okay. Mais la différence entre les exigences et l'architecture, je ne m'attendais pas à cette question, mais dans mon esprit, elle est assez facile. Le point de vue des architectes, je n'ai pas dit des business analysts, le point de vue des architectes, pardon, je vais rebobiner un peu. Il y a une personne qui a dit l'architecture d'entreprise est constituée de 3 et normalement 4 éléments. L'architecture business, l'architecture data, l'architecture d'application et l'architecture technologie. On est bien d'accord là-dessus. Alors maintenant, le point de vue des architectes, c'est de dire nous avons la vue totale et intégrée du système d'information. Les business analysts travaillent sur des requirements de manière plus restreinte, dans un scope plus restreint que nous, les architectes d'entreprise. À l'inverse, les business analysts vont dire c'est nous qui alimentons les architectes d'entreprise avec les nouveaux besoins des utilisateurs et ce sont les architectes qui vont arranger tout ça et qui vont intégrer l'ensemble de l'existant plus les nouveaux besoins. J'espère que j'ai été clair. C'est comme ça, en tout cas, qu'au Canada ou aux États-Unis,
on fait la différence entre business analysis et business architecture ou même plus largement enterprise architecture. Donc, par exemple, Claude, une petite parenthèse entre toi et moi, c'est un private message. Hein, le business analyst n'est pas un business architect et vice-versa. Dans la définition Ouais, je sais bien. Hein. Dans le BABOK, ils disent que parfois les business analysts peuvent s'appeler business architects. La définition de la business analyst est tellement large qu'on peut inclure vraiment beaucoup de monde dedans. Oui. J'ai oublié de dire peut-être tout à l'heure que le BABOK, pour moi, n'est pas une Bible. C'est un point de départ. OK. Donc, il y a des bonnes choses. Ils ont fait un boulot formidable. Ils continuent à faire un boulot formidable de promotion. Mais en termes de contenu, à mon avis, il est tout à fait possible d'aller plus loin. Et c'est ce que j'essaye de montrer un petit peu ce soir. OK. Donc, voilà la différence entre business analysis et enterprise architecture. Vous allez voir comment je le montre ici. Voilà de manière plus classique maintenant la structure, l'organisation d'une DSI. On a le DSI là-bas tout en haut, il y a la gouvernance et management, et puis il y a l'enterprise architecture. On a reconnu d'un côté le demand management et le supply management, et puis de l'autre côté, intéressant, on a le PMO, mais on a maintenant le RMO. Alors, là, il y a deux questions. Demand management, est-ce que ça équivaut au listen de la diapositive, pas celle d'avant, mais l'antépénultième? Et puis, une autre, où placez-vous la partie développement, intégration de produits informatiques? Alors, redis un peu la deuxième question, Claude. Alors, où placez-vous? La première, tu es revenu. Hein. Demand management, est-ce que c'est un équivalent de listen? Et la deuxième question, c'était quoi? C'est où placez-vous la partie développement, intégration de produits informatiques? Alors, la réponse, à mon avis, elle est ici. Mais je reviens sur ça. Le demand management, c'est le développement des nouvelles applications, des nouvelles solutions. Et donc là, on est typiquement dans le build et un peu le plan aussi. Le run, c'est le supply management. L'enterprise architecture, lui, il couvre tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais les flèches bleues qui traversent complètement le modèle opérationnel qui est là, c'est en réalité l'architecture d'entreprise. Ces architectes d'entreprise, ils interviennent partout. OK? Et puis, gouvernance et management, ça, c'est la partie reporting et gestion des ressources, etc. Okay? Mais donc, en gros, demand management, c'est plan build. Supply management, c'est run. Et le listen? Et alors, le listen, mais ça, on va le voir. D'accord. OK? Et comme il est montré là, très clairement, il est… Pardon. On peut le mettre dans le demand management. Mais moi, ce n'est pas là que je le mets. Parce que le demand management, c'est un opérationnel. C'est celui qui veut développer. Le listen, ce n'est pas celui qui veut développer. Le listen, c'est celui qui veut faire de l'exigence engineering, de l'ingénierie des exigences, et qui démarre bien avant les projets. Et donc, si vous voulez, pour moi, la question, elle est quelque part… Pardon, hein, je veux me fâcher avec personne ni vexer personne. Mais poser la question de cette manière-là, c'est avoir quelque part dans son background encore d'être dirigé par le paradigme gestion de projet. Je ne suis pas dans la gestion de projet. Je suis définitivement dans la gestion des exigences métiers. Et donc maintenant, si on regarde la composition d'un RMO, que j'ai présenté un petit peu de la même manière que la composition de la DSI, on va trouver à gauche l'ingénierie des exigences, à droite la notion de support et d'opérationnel, de gestion de l'opérationnel.
Au milieu, ce n'est plus les architectes d'entreprise, mais c'est la constitution du framework business analysis. Personnellement, je suis allé plus loin et je vais vous montrer comment ça marche par rapport au framework Babok. Et puis, il y a gouvernance et management. Donc maintenant, si vous voulez rattacher des activités RMO par rapport à Listen, Plan, Build et Run, eh bien, je vous les propose ici. Et on va regarder d'abord du côté du Run, si vous voulez bien, à droite. On est très clairement du côté de l'exécution et du support des utilisateurs. Au même niveau à gauche, Listen, Plan, Build, on est plutôt dans le Plan, Build et on développe les requirements. Et maintenant, deux choses qu'on ne trouve pas dans les entreprises, ou si rarement, ou trop rarement. Du côté Run, il y a la recherche de quels sont les bénéfices qui ont été effectivement réalisés. Et du côté Listen, c'est comment faire pour anticiper. C'est un grand leitmotiv que je vais essayer que je voudrais bien réussir à faire passer ce soir avec l'audience, c'est la notion d'anticiper les exigences métiers avant même de penser à la notion de projet. Avant même de penser à la notion de projet. C'est fondamental dans mon esprit. OK? Alors, ici, je vous en donne une définition peut-être un petit peu plus formelle. Hein. C'est certaines personnes pourraient d'ailleurs poser la question quelle est la différence entre un RMO et un Business Analysis Center of Excellence. Pour ceux qui ont pensé, qui n'ont pas posé la question, voilà. Je vais y répondre ici. Le BA Center of Excellence, c'est souvent des project BA. L'approche centre d'excellence, qui est très bonne, hein, okay, c'est on va créer une équipe de professionnels, mais qui sont essentiellement des business analysts qui travaillent sur des projets. Formidable, c'est très bien, c'est une première étape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de couvrir un cycle de vie beaucoup plus large que ça. Et donc, le RMO est une fonction organisationnelle, une équipe de business analysts professionnels établie pour créer, appliquer, promouvoir, maintenir la gouvernance et les bonnes pratiques de leur domaine d'expertise, c'est-à-dire la business analysis. Alors, je vous propose ici une approche CMMI de maturity, hein, où en effet, il y a différentes manières de définir le niveau de maturité d'un RMO et on peut définir des projets d'implémentation de RMO et d'augmentation du niveau de maturité en se basant sur la manière dont ces niveaux de maturité sont définis en ayant comme référentiel le CMMI. Voilà une autre manière de représenter l'organisation de notre RMO. On retrouve les 4 grandes fonctions, le framework business analysis, l'ingénierie des exigences, le support opération et puis la gouvernance. Je fais apparaître ici un élément un peu nouveau qui est pour chacune de ces différentes fonctions, c'est d'avoir et c'est de définir l'ensemble des activités et l'ensemble des délivrables. Et de manière encore plus fondamentale, et c'est vrai aussi, par exemple, pour un PMO, je ne connais pas beaucoup de PMO qui ont un catalogue des services. Monsieur l'utilisateur, voilà ce que mon PMO peut faire. De la même manière que j'entre dans une agence bancaire, il y a toute une série de bouts de papier qui sont là, les flyers, qui disent les services que la banque offre. Eh bien, il est temps que dans nos DSI, au niveau du PMO, mais aussi maintenant au niveau du RMO, on définisse le catalogue des services qu'on offre, avec la responsabilité, le délai, les coûts, etc. Les délivrables, les activités qui seront mises en œuvre, etc. Okay. Tout ça pour en arriver à des éléments fondamentaux d'un RMO. Il faut absolument définir la notion de portefeuille de référents, d'exigences métiers. Il faut avoir ce catalogue des services. Il faut avoir une approche réalisation des bénéfices. Et à droite, je montre une Benefit Realization Map, une carte de réalisation des bénéfices. On va voir tout de suite un peu plus en détail le portefeuille. Et puis, j'ai écrit des chartes de RMO qui doivent contenir comment fonctionne le RMO, quels sont les services,
offerts, etc., etc. La charte est un peu la présentation, la carte de visite du RMO d'une entreprise. Alors, le portefeuille des exigences, je le présente de la même manière qu'on a présenté le portefeuille des services dans ITIL. Tout en bas, il y a le catalogue des services, il y a le catalogue des exigences. Et ce catalogue représente la partie visible du portefeuille complet. Ce sont les exigences qui sont déjà implémentées. Dans le portefeuille qui est le milieu, là, il y a tous les autres. Il y a ceux qui sont identifiés, on peut imaginer tous les statuts possibles et imaginables, identifiés, approuvés, développés, etc. Donc, en gros, c'est en cours de développement, prêt à l'implémentation, implemented, ça c'est, ils vont finir dans le catalogue en bas, et les exigences qui sont archivées. Et puis, il y a cette knowledge base qui peut contenir, un peu comme dans les services, un ensemble d'informations qu'on peut avoir stockées au départ, avant de les avoir traduites en termes de requirements. Excusez-moi, je vérifie si j'ai passé déjà des questions et je m'aperçois que j'ai oublié une petite question, mais ça ne fait rien, je vais y revenir. Claude, on n'a pas fait le troisième sondage, mais je vais me rattraper, je vais le faire plus tard. Alors, ce portefeuille des exigences constitue, et là je me réfère au mot qui a été utilisé par la personne qui a posé la question il y a quelques minutes, ce Requirements Portfolio, c'est le répertoire complet dans l'entreprise de l'ensemble des exigences métiers. Et donc, il assure une vue intégrée de ces exigences. Il fournit une source unique centrale de truth, de vérité. Il permet de montrer la traçabilité entre les requirements. On va évoquer ça encore un petit peu plus tard, mais je fais référence à la question qui a été posée entre les business requirements, les functional requirements, les user requirements, etc. Donc, il est très clair dans l'esprit de cette personne et dans l'esprit de nous tous ce soir, en tout cas les business analystes avec un certain niveau d'expérience, qu'on définit des exigences métiers à différents niveaux de détail et qu'il est important d'être capable de tracer, d'établir le lien entre ces différentes exigences et les liens qu'elles peuvent avoir entre elles. Et finalement, ça permet de détecter des inconsistances, mais aussi d'identifier et de mesurer l'impact d'un changement, par exemple. Okay. Alors ici, juste pour le fun, je propose aux gens qui sont un peu fanatiques ou qui aiment la modélisation de données, je pense que nous avons la chance d'avoir parmi nous un présentateur d'il y a 15 jours, le professeur Sunier, qui nous a expliqué comment on faisait des modèles conceptuels de données. Voilà un modèle conceptuel de données d'un portefeuille d'exigences, avec l'exigence au milieu. Et puis, pour ceux qui ont envie de s'amuser, c'est de remplir les cases vides qui sont là. C'est très amusant à réaliser. Donc, finalement, c'est ici que je vais me rattraper sur la question 3. Claude, oui, si je peux. Alors, je te recède la parole. Finalité commune, c'est bien ça. Alors, quel est le pourcentage de fonctionnalités communes entre anciens et nouveaux systèmes? Alors, merci de nous avoir expliqué comment voter. Ce que j'adore, c'est que le premier qui a répondu, il a répondu 80. Bang! Pour voter, cliquez sur la bonne réponse et cliquez sur Submit. Merci Salem. Alors, j'aurais pu mettre qu'on vote aussi, histoire de voir comment ça fonctionne, mais oui. Voilà, chaque jour suffit sa peine. Oui. On préfère voir les résultats avant l'heure. Je ne sais pas si on peut voter. Oui, puis on est moins malin
On est plus malin qu'hier, mais on espère être moins malin que demain. Alors, est-ce qu'on a un bon pourcentage de gens qui votent? Une minute 30 traditionnelle, hein, j'ai On va l'impression. prendre la minute 30 traditionnelle. On y va. Alors, je ne dévoile encore rien. On voit le reflet dans tes lunettes, hein, il faut faire attention. Dans les miennes aussi, peut-être. Voilà. 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, 70% de participation. On OK. partage le résultat. Alors, juste simplement expliciter. Tout le monde les voit, ce résultat? Tout le monde voit le résultat? Ou c'est seulement toi et moi? Là, tout le monde doit le voir. OK. Donc, en gros, c'est 60% de fonctionnalités communes qui l'emportent largement, avec 60%, et puis il y a 80% avec 24%, et 40% avec seulement 16% des participants. Je vais relire la question. Quel est le pourcentage de fonctionnalités communes entre un ancien et un nouveau système? Je pense que la question a été clairement comprise. Je vais la poser un tout petit peu différemment. Mettons-nous dans le cas, comme business analyst, où on nous demande d'identifier des exigences métiers d'une application qu'on n'a encore jamais implémentée dans une entreprise. Et donc, quelque part, on peut supposer que le business analyst n'est pas très compétent dans ce domaine-là. Mais il fait quelque chose de fondamental, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je trouve que c'est fondamental, mais il fait quelque chose de fondamental. Il achète 10 bouquins de 10 auteurs différents sur le sujet, il les lit et il recherche quel est le pourcentage de parties communes à l'ensemble de ces 10 bouquins. Ma réponse à moi, en fonction de mon expérience, et pour revenir à la question ici telle qu'elle est posée, ce n'est pas 60%, c'est 80%. Très, très clairement. Okay. C'est la même chose que quand vous achetez une nouvelle voiture. Quelles sont les différences de fonctionnalité entre la nouvelle voiture et l'ancienne voiture? On est proche. Et donc, en fonction de ma propre expérience, on est beaucoup plus près des 80% et des 60%. Pour une raison presque pragmatique. Si vraiment c'était que 60% et même 40% pire, eh bien l'application, alors on veut la remplacer, on est très clair là-dessus, mais si c'était inférieur à 80%, sincèrement, elle ne rendrait pas du tout les services. Déjà, elle rendrait un service très faible, très mauvais à l'entreprise. Et donc probablement, parce qu'elle a fonctionné 10 ans ou 15 ans, on est probablement beaucoup plus proche de 80% que de 60%. Voilà. Et pourquoi je voulais le mettre ici? Parce que, ah ouais, je dois de nouveau, taxe. Voilà. Donc, l'idée avec cette complexité, l'incertitude, vous avez tous entendu parler de ça. Moi, je vous propose un certain nombre de paramètres à notre nouveau paradigme. On va spécifier des requirements, on ne va pas les éliciter. Je ne connais pas d'utilisateurs, de gestionnaires de projets, de sponsors, de subject matter experts, les SMEs, qui parlent requirements. Le seul qui fournit, désolé Claude, j'empiète sur la quatrième question, on la bypassera. Le seul qui fournit des requirements, c'est le business analyst. Tous les autres, ils parlent de problèmes, parfois même ils parlent de solutions. On voudrait bien qu'ils parlent de problèmes et pas de solutions. Ils sont... Et là, je voudrais attirer votre attention sur un point très précis.
quelle est la caractéristique première, intellectuelle, professionnelle, qu'on cherche chez un business analyst? Je n'ai pas posé cette question, je vais y répondre. C'est des facultés d'abstraction. Le business analyst est un conceptuel. Le business analyst n'est pas un opérationnel. Quand il va interviewer des opérationnels sur leurs besoins, il doit garder en mémoire plusieurs choses. D'abord, c'est un opérationnel. Un, il n'a pas que ça à faire. Deux, comme c'est un opérationnel, il y a une probabilité non nulle pour qu'il vous parle des problèmes de l'instant. Et trois, ce n'est pas un conceptuel, c'est un opérationnel. Et donc, il n'est pas très bon pour prendre de la distance par rapport à son métier, le regarder avec la lunette du système d'information et de parler requirements. C'est là la valeur ajoutée du business analyst. C'est là qu'il peut réellement apporter quelque chose et apporter de la valeur dans le cadre de son travail. Personne d'autre que lui parle requirements. C'est donc lui qui spécifie, qui fournit les exigences métiers. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure de manière un petit peu brutale, dans le but de choquer un peu, parce que je sais que c'est la norme dans le BABOC et au sein de la communauté des business analysts, c'est elicit and gather requirements. Je suis absolument désolé. Comme business analyst, I do not elicit requirements, I do not gather requirements. Je les spécifie à partir des informations, de l'information, des nuages d'informations que je reçois ou que je trouve d'ailleurs, auprès de mes utilisateurs ou auprès d'une documentation ou en faisant du shadowing, voilà. Et donc, en faisant des focus group, toutes les techniques d'approche pour parler avec les utilisateurs. C'est là que se trouve la valeur ajoutée du business analyst. Et le deuxième élément qui me paraît fondamental, c'est construire nos spécifications à partir de modèles génériques. On va appliquer la règle 80-20. Je suis de retour ici sur les 80% de tout à l'heure. Dès 1900, croyez-moi, on ne me croit pas, ou ne me croyez pas, mais dès 1988 ou 93, je pense à des missions particulières, j'ai commencé comme DSI à exiger de mes business analysts, je vais dire les choses dans le sens inverse, à interdire à mes business analysts d'aller interviewer des utilisateurs à partir d'une feuille blanche. J'étais persuadé qu'en revenant, après plusieurs sessions, au mieux, ils auraient 40% des exigences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aillent rencontrer les utilisateurs avec 80% des exigences déjà très claires dans leur tête. Question de Pascal. C'est le modèle générique. Oui, Alors, avant de prendre les questions, je vais un tout petit peu m'expliquer sur ce truc. Quelle est l'utilité d'avoir un modèle générique comme celui-là? Je fais pour la deuxième fois ce soir, je fais la référence à notre professeur d'il y a 2 semaines. Je pense que c'est ce qu'il avait appelé à l'instant, le mot, je perds il y a le mot qui m'échappe à l'instant. Claude, au secours. Conceptuel. Non, ce n'était pas conceptuel. C'était ces entités référentielles. La rescousse. Professeur Sunier va peut-être nous donner la réponse. Je suis désolé, le mot m'échappe à l'instant. Les profils. OK, je les ai. Donc, le professeur Sunier a parlé de profils. Moi, je vais interviewer comme business analyst mes utilisateurs avec des processus, des données et des règles de gestion à hauteur de 80%. À quoi ça va me servir? Ça va me servir à 2 choses. À plusieurs choses. La première, c'est on ne va pas perdre notre temps entre lui et moi, surtout lui, parce qu'il a autre chose à faire, sur 80% des exigences sur lesquelles on est presque par définition d'accord. Un warehouse management system, c'est un warehouse management system. Gestion d'entrepôt, que l'on soit un gros épicier dans un quartier, que l'on soit Renault à Tanger ou que l'on soit tel revendeur de pièces détachées pour des machines à laver, des fers à passer, etc., dans une grande ville, la gestion de l'entrepôt
est à 80% totalement identique entre l'ensemble de ces métiers. Et donc, je me refuse de passer 80% de mon temps sur cet aspect-là des choses. Je ne veux passer que 20% de mon temps. À l'inverse, je veux passer 80% de mon temps sur les 20% restants. Donc ça, c'est le premier truc. J'économise le temps de mon utilisateur, qui est un homme très occupé, qui est parfois un homme avec des grosses responsabilités, et donc j'utilise son temps avec parcimonie. Je ne perds pas son temps à lui poser des questions tout à fait débiles sur ce que c'est qu'une comptabilité générale, sur ce que c'est que la logistique, sur ce que c'est qu'un warehouse management system. On est tous censés le savoir. Maintenant, la première utilité de ce modèle générique, c'est que si un utilisateur me dit quelque chose qui est en contradiction avec mon modèle générique, de deux choses l'une, ou il se trompe, ou bien il me dit une spécificité de l'entreprise qui pourrait même être un avantage stratégique. Et donc, j'ai la possibilité de valider les spécifications de mon utilisateur. Je disais tout à l'heure, les business analysts n'élicitent pas, ne rassemblent pas des exigences, ils les spécifient. C'est là qu'ils ajoutent de la valeur. Le deuxième endroit où ils ajoutent de la valeur, c'est quand ils sont capables de valider ce qu'un utilisateur leur dit. Excusez-moi, monsieur l'utilisateur, mais sur ce coup-là, je voudrais vérifier que, ou êtes-vous bien sûr que, etc., etc. Et ça, c'est fondamental dans la valeur qu'on peut ajouter. Je ne veux pas travailler comme DSI avec des business analysts que je qualifie de répéteurs. Ils vont interviewer, ils ont pris des notes, ils font des specs et ils donnent ça à l'informatique. La réponse est non. Valeur ajoutée, zéro. Donc l'idée de ce modèle générique, elle est là. C'est qu'elle me permet de valider. Je gagne du temps, elle me permet de valider ce que me dit mon utilisateur et puis elle me permet de me concentrer sur les éventuels 20% qui ne sont pas dedans et qui peuvent correspondre à des besoins tout à fait particuliers, tout à fait spécifiques. Voilà, je vous laisse lire la suite. Je voudrais rapidement arriver ici pour répondre à une autre question qui a été faite. J'ai vu apparaître la petite fenêtre concernant le professeur Sunier. Est-ce que, éventuellement, vous voudriez faire une intervention, professeur? Oui, bonjour Michel, merci. Bonjour Pierre-André, merci Non, d'être là. merci, je dois dire que j'ai été surpris, je n'ai pas pensé à un profil, mais effectivement, c'est bien cette idée-là. Oui. Moi, Mais votre terminologie exacte, c'était quoi? Non, c'est bien la notion du profil. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ça m'est Qui revenu après. Qui est, suite à la question que vous m'aviez posée, Oui. qui est à ce moment-là contrôlé en fait par un modèle générique. Absolument. Et puis, Absolument. on se rejoint tout à fait. Oui, oui. Il faut laisser la porte ouverte au cas particulier. Le générique ne reste que générique. Je pense que vous et moi, sur ce coup-là, on parle de la même chose. Merci beaucoup, professeur. J'espère que ma présentation vous intéresse aussi fort que la vôtre m'a intéressé. Au plus haut point, et je ne vais pas embêter, mais ouais, je l'ai trouvé super parce que vous avez fait aussi le lien entre la vision systémique francophone quelque part, oui, oui. et l'approche anglo-saxonne avec les méthodes comme UP. Oui, tout à fait. C'est passionnant, merci. C'est moi qui vous remercie, professeur. Alors, reprenons maintenant la classification des exigences. Vous voyez des choses que vous connaissez bien. Business requirements, c'est très clair. Vous avez en bas à droite, functional requirements, on connaît tous très bien, on est familier. Le BABOK parle aussi, pas beaucoup, pas très fort, d'exigences de transition. Au contraire, il montre assez bien qu'à côté des requirements fonctionnels, il y a les non fonctionnels que je mets avec les exigences système. Je vous demanderai de ne pas regarder la classe d'exigences qui s'appelle produit-service. On va y venir plus tard. Je voudrais qu'on regarde les deux autres propositions que je fais là. La première, c'est Domain Requirements
et la deuxième, c'est Regulatory Requirements. Je commence par Regulatory, c'est la plus facile. Regulatory, c'est les règles soit imposées par la société, soit imposées par le métier, soit même imposées par l'État, d'un certain nombre de business rules, de règles de gestion à absolument respecter. Ça ne se discute pas, ça ne se valide pas entre un business analyst et un utilisateur, ça ne se remet pas en cause, on les reçoit et on les applique. Point à la ligne. Les domain requirements sont exactement celles que je viens de citer. Il y a le domaine de la comptabilité générale, du contrôle budgétaire, de la comptabilité analytique. Il y a le warehouse management avec l'aspect logistique, supply chain management. Si on travaille dans l'aviation, il y a l'aspect gestion des bagages, gestion automatique des bagages. Je le cite parce que je l'ai fait pour un aéroport en France. Et vous pourriez imaginer en ressources humaines, en sales and marketing. Donc, il y a pour moi, dans les domain requirements, 80% en moyenne, okay, on pourrait discuter beaucoup là-dessus, mais en gros, il y a 80% des requirements qu'ils ont définis dans cette classe de requirements. Dans le domain requirements, j'ai 80% de mes requirements qui sont définis. Et puis, je peux aller un petit peu plus loin dans le détail et envisager des exigences plus fonctionnelles. Il y a un truc fondamental qui a disparu pour les gens qui aiment le BABOK, c'est les user requirements. Ils sont partout. C'est pour ça que ça ne m'a pas dérangé de les enlever. C'est forcément un user qui va me donner les business, c'est forcément un user qui va me donner le regulatory, etc. Okay? Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir une classe d'exigences qui s'appelle user, parce que dans mon esprit, par défaut, elles le sont toutes. Okay? Et je me répète, on va revenir plus tard sur les product et service requirements. On est clair là-dessus maintenant? Question éventuellement, Claude? Non, je crois qu'on peut continuer. On peut avancer? Oui. Très bien. Alors, je vais peut-être passer. Quel temps est-il? À mon avis, je dois être très en retard. 8h05. 8h05. On va quand même essayer de se laisser un peu de temps de questions-réponses plus globales. Voilà, j'aime bien présenter le business analyst comme étant un mouton à 5 pattes. C'est à la fois un thinker et un doer. Okay. Vous voyez que le thinker, il est là, mais le doer, il n'est pas là, il est parti bosser. J'aime beaucoup cette image. Je la trouve, elle me fait beaucoup rire. Alors, venons-en maintenant justement au profil de nos business analysts. Et là, je vais aller très vite avec vous, si vous voulez bien. Voilà comme DSI, et pas seulement vis-à-vis de mes business analysts, mais voilà comme DSI, comment j'organisais le plan d'éducation, le plan de formation de l'ensemble des membres de mes équipes. Alors, selon qu'on est jeune et plutôt orienté vers la technologie, on va avoir beaucoup de technologie et un petit peu moins de business. Selon qu'on est un strategic BA ou un project manager avec beaucoup d'expérience, on va faire moins de technologie et on va faire beaucoup plus de domaines fonctionnels et de business. Vous voyez qu'en gros, les capacités d'abstraction augmentent vers la droite. Alors, en gros, la technologie, c'est simple aujourd'hui, c'est les IoT, c'est l'imprimante 3D, c'est l'intelligence artificielle, c'est, il y a 25 ans, j'aurais dit, c'est apprendre GAP 4 à la place de GAP 3, défense de rire, etc., etc. Okay. Après, il y a les outils. Mes outils, comme plombier. Je dois connaître le BABOK, je dois connaître le PMBOK. Je vais m'autoriser ici un petit conseil pour les business analysts. Connaissez aussi bien le PMBOK que le BABOK. Alors, il y a le cadre de travail des architectes qui est TOGAF cité aujourd'hui, mais à mon avis, TOGAF a pris un sacré coup de vieux. On va aussi vers la notion de microservices. Alors, quelles sont les méthodes et techniques de software engineering? On en a déjà parlé un peu dans la bibliographie. Et puis, quelles sont les applications voilà, qui tournent dans notre entreprise? Quels sont les ERP, etc., que je dois connaître? Au-dessus de ça, il faut connaître des domaines fonctionnels. Qu'est-ce que je connais du sales and marketing?
qu'est-ce que je connais de la chair, qu'est-ce que je connais de finance, etc. De la logistique, de la production, de la maintenance. Qu'est-ce que je connais des produits et des services de la société? Et quels sont les concepts? Est-ce que je connais MRP2? Est-ce que je connais ABC, Activity Based Costing? Est-ce que je connais TPM, Total Productive Maintenance, etc., etc. Et puis au niveau business, il y a comment on définit la stratégie d'une entreprise, comment on définit le cycle de vie des technologies, comment on fait du change management, comment on développe ses communication skills. Et donc, dans mon esprit, c'est extrêmement important de préparer comme responsable d'équipe, de préparer un plan de formation selon ces 4 axes-là. Voilà, ça fonctionnait très très bien. Claude, c'est le moment où je te resserre la parole parce que la question posée sera quelle est la prochaine étape pour un business analyst expérimenté et même quelqu'un qui a eu la chance de faire un petit peu d'être stratégique billet, vers quoi va-t-il évoluer? C'est la question 5 si je ne m'abuse, Claude. Voilà. Quelle est la meilleure évolution de carrière pour un stratégique billet après quelques années d'expérience? Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Voilà, alors j'ai invité Pascal Gline parmi les conférenciers qui a posé toute une série de questions et qui est dans nos study group. Il va pouvoir intervenir après. Très bien. Voilà. Welcome on board. Poser des questions lui-même plutôt que oui. paraphrase. Alors, on est à 45 secondes. Ouais. Est-ce qu'on prend une petite question entre deux? On prend une petite question entre deux. Pour la route, est-ce que j'arrive à les voir? Je ne vous la déplace pas là, ouais. Avec toutes mes fenêtres, je ne peux pas. Ah oui. C'est une d'organisation, il me semble qu'il y en avait une. Quid de la nécessité de disruption et d'évoluer vers de nouveaux modèles métiers? Listen. OK. Un seul mot pour répondre. C'est à ça que sert Listen. On pourrait même utiliser le mot innovation. Une espèce de veille. Voilà. Veille stratégique. Ça s'appelle. Voilà. OK. Alors, 1 minute 34. On est passé. Alors, tout le monde voit la réponse. Alors, les gens cherchent à être lead BA, très bien. Product owner, malheureusement, ce n'est pas une bonne idée à mes yeux, mais je peux comprendre que certains ont envie de devenir… Alors, si certains business analystes ont envie de devenir plombier ou soudeur à l'arc, c'est tout à fait autorisé. Hein. Mais pour rester dans le domaine du système d'information, alors pour moi, product owner et subject matter expert, c'est quasiment la même chose. C'est je saute la barrière. Dans mon esprit, le product owner n'est pas quelqu'un qui est dans la DSI, c'est quelqu'un qui est chez les utilisateurs. Et forcément, le SMI est chez les utilisateurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui font du Scrum qui ne savent pas bien si le product owner est dans la DSI ou s'il est chez les utilisateurs. On ne va pas trop parler de ça peut-être maintenant, et si on aborde le problème de l'agilité, tout ça, on va y revenir. Autre, c'est intéressant, il y a une personne qui a choisi autre. C'est dommage qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est l'autre. Alors, je vais vous proposer mon autre. Si vous voulez bien, on y va, Claude? Tout à fait. On continue? On continue. Voilà. S'il veut bien. Arrêtez le sondage. Je crois que tu peux continuer. Ouais. C'est ça l'autre. OK. C'est pas product owner. Ça peut être lead BA, très bien. C'est pas SMI, c'est CIO. Un bon stratégique BA, c'est quelqu'un qui a eu la chance de travailler dans plusieurs domaines fonctionnels de l'entreprise, qui les connaît très bien en termes de système d'information, qui a déjà manipulé plein de modèles génériques, qui les connaît par cœur, qui a de bonnes capacités d'abstraction, qui a de bonnes capacités de communication, qui a de bonnes capacités de leadership. C'est un CIO en puissance. Je vais dire la chose dans le sens inverse. Tout CIO qui n'est pas un bon business analyst
n'est probablement pas un bon CIO. Je me fais plein de copains ce soir, tant pis pour moi. Okay. Mais donc, très clairement pour moi, les bons business analysts, ceux qui ont eu la chance de faire du listen, de la stratégie, de parler avec des membres du comité de direction, de travailler dans des cellules de disruption, innovation, créativité, etc., okay, faire de l'exploration ou de l'exploitation, plutôt ici de l'exploration, ces gars-là vont devenir un jour, ou devraient avoir l'ambition de devenir DSI. OK? Alors, dernier point, on va aborder la question de la dernière classe de requirements qu'on a vue. Alors, si on regarde un peu maintenant l'économie fonctionnelle dans laquelle nous nous trouvons, on remplace de plus en plus la vente de produits par la vente de services, ou en tout cas l'usage du service, du produit. On base l'usage de ce produit non pas sur la possession du produit, mais bien parfois sur la location, seulement sur l'usage encore une fois. Le produit reste la propriété du producteur et son usage est facturé au consommateur. Et donc la relation entre le fournisseur et le client est une relation qui dure beaucoup plus que la simple transaction de vente-achat qui est un transfert de propriété. Ici, le produit reste la propriété du fournisseur, mais il facture l'usage du produit au consommateur. Ce qui veut dire que la relation entre fournisseur et client s'étale beaucoup plus dans le temps que simplement la transaction qui consiste à faire passer la propriété de l'un à l'autre. Et nous voilà à nos requirements product services. Ce sont en réalité des features. Et les features, ce sont des groupes d'exigences fonctionnelles. Comme business analyst, nous devrions être capables de définir. Alors, je voudrais prendre une autre précaution oratoire, je vous en avais promis quelques-unes au début de la présentation. Jusque-là, je vous ai dit des choses que j'avais effectivement implémentées dans les entreprises. À partir de maintenant, je n'ai pas implémenté ça dans les entreprises. C'est le fruit d'une réflexion. Mais je me suis dit, si je suis un bon stratégique BA, et même si je suis un bon BA, je suis capable d'identifier les fonctionnalités des produits et des services vendus par l'entreprise. Ces fonctionnalités, produits et services, je suis capable de les traduire en exigences fonctionnelles, système d'information. Et du coup, ce qui me paraissait intéressant, avec l'approche portefeuille d'exigences, c'était d'avoir un portefeuille des features, un portefeuille des fonctionnalités des produits et services de l'entreprise. Alors, je n'ai pas le pointeur qui va bien, mais on voit bien, par exemple, en bas à gauche, qu'il y a le portefeuille des exigences, et puis on voit qu'on passe par le portefeuille des produits et des services, et on facture ces produits et services aux clients. Et on voit que, par exemple, si on parle des Internet of Things, on arrive aux produits intelligents, aux objets connectés d'une manière générale, on définit des nouveaux systèmes opérationnels, les nouveaux operating models, et parfois même des nouveaux business models. Il faut faire la différence un petit peu entre operating model et business model, mais le voilà. Et donc, je me suis dit, c'est extraordinaire de pouvoir se concentrer sur la notion de portefeuille d'exigences, parce qu'à partir du moment où je suis capable de regrouper certaines exigences en fonctionnalités, je vais les vendre. C'est ça de nos futurs produits et services, basés sur l'information, sur la donnée, sur notre système d'information, sur la connectivité entre entreprises. Merci beaucoup. J'en ai terminé pour ce soir. Merci pour votre attention. Je suis bien entendu ouvert pour le temps qui nous reste imparti à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Voilà, là je propose à Pascal, tu avais une série de questions. Une série. Ouais, j'ai jugé plus simple de l'inviter. Très bien.
si pour toi, Pascal, elles font toujours du sens et si elles n'ont pas été répondues entre deux. Ouais. Vous m'entendez? Très Oui. bien, Pascal. Ah, d'accord, Bonsoir. ok. Welcome on board. Bonsoir. Oui, merci. Je voulais juste faire une petite précision par rapport au BABOK dans lequel je n'ai absolument aucune action. Oui. C'est que quand on est dans le fameux chapitre 4 qui s'appelle Elicitation Oui. and Collaboration, Oui. l'output, ce n'est pas un requirement du tout. On appelle ça dans le BABOK un Elicitation Results. Alors, j'ai beaucoup regardé, et les gens du study group actuel le savent, j'ai beaucoup regardé les aspects d'intégration dans le BABOK. Oui. Et le mot requirement apparaît, je dirais, dans la partie centrale. Donc, quand on fait l'analyse stratégique, la partie requirement pure et la troisième boîte qui m'échappe. Et donc, il y a en français, si on traduit, il y a une partie qui correspondrait un peu à l'élicitation qu'on exprimerait comme l'expression des besoins Oui. et le requirement qui devient une exigence. Et donc, il y a bien, le BABOK fait bien une distinction. Alors, parfois, c'est peut-être une question de mots, d'utilisation de ce qu'on utilise comme vocabulaire. Et voilà, donc, par rapport au BABOK, quand on parle d'élicitation, on parle bien d'elicitation results qui peuvent être, par exemple, si on se réfère par exemple, aux besoins d'information Oui. d'un stakeholder, par exemple, Oui. et ce besoin d'information peut être, Oui. par exemple, j'ai besoin tous les matins 8 heures d'avoir mon stock à jour, Oui. par exemple. Oui. Ou ce que je gagne, ce que je perds sur un mois, par exemple, de vente, etc. Typiquement. Oui, Voilà. absolument. Donc, c'était juste un commentaire par rapport surtout au BABOK et donc ce que dit le BABOK pour Elicitation versus Results. Merci beaucoup, Pascal. Je pense que c'est absolument pertinent et fondamental ce que vous venez de relever. Je vais le nuancer un tout petit peu, si vous le permettez, Oui, puis oui. dites-moi si j'interprète pas bien. Vous avez dit, à mon avis, deux choses. Vous avez dit élicitation d'un côté, mais vous avez dit aussi autre chose que des exigences, que des requirements. De ce point de vue-là, je pense qu'on est complètement d'accord. Les utilisateurs n'expriment pas des exigences, des requirements, ils expriment des problèmes qu'ils rencontrent, des souhaits qu'ils peuvent avoir dans leur langage, ils font des diagnostics de situations existantes. Souvent, je fais l'analogie avec le patient qui va voir son médecin. Il déclare avec ses propres mots un certain nombre de symptômes, 10 patients avec éventuellement les mêmes symptômes vont les exprimer de manière différente, et le médecin, son rôle, là où il ajoute de la valeur, c'est dans les questions qu'il pose. Et donc, pour moi, c'est là que se trouve la valeur du business analyst, c'est dans les questions qu'il pose pour être capable de transformer des quelque chose, des non-requirements en requirements. Mais par contre, c'est pas je conteste la notion d'élicitation parce que je n'élicite pas des requirements, j'élicite autre chose. Alors ça, je veux bien le mot éliciter. Et donc, votre remarque en ce sens-là, elle est très bonne. On peut donner du crédit au BABOK sur ce plan-là. Merci de l'avoir signalé. Voilà, je vous en prie. Autre question, Pascal. Alors, c'est une question que je n'avais pas posée par écrit, mais je profite de ce que j'ai le micro. Claude, tu me dis si j'abuse un peu trop. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais concrètement, c'est un peu lié à la question sur les licitations. Comment vous faites le listen? Donc, vous avez parlé du listen, là, au début du Oui. cycle de vie, hein, le listen, le plan, le build et le run. Oui. Concrètement, vous le faites comment? Je vais vous répondre par mon tarif journalier. Je C'est vais... l'humour. Votre question est très bonne, Pascal. Okay. Il y a quand même quelque part là-dedans quelque chose, j'ai la faiblesse de croire, d'un petit peu original. Je suis occupé à travailler sur un e-book qui va s'appeler Strategic Business Analyst,
au business analysis. Je n'en connais pas encore le prix de vente, mais j'espère bien que, en tout cas, vous serez tenus informés dans les premiers de l'existence réelle de ce nouveau produit. D'accord, merci. Je suis Non. un très bon lecteur au demeurant. Mais Pascal, tout ça pour dire aussi, permettez-moi quand même de répondre de manière un petit peu plus sérieuse, c'est pas du tout facile. Okay, et une des grandes difficultés, par exemple, c'est d'arriver à mettre dans des réunions entre des types là-bas tout en haut, de mettre des stratégies de business analyst. Oui, tout à fait, oui. C'est pas du tout évident. Alors, il y a des process, il y a des matrices récits, il y a des domaines de responsabilité, il y a ce qu'il apporte et quel type de questions il pose, etc., etc. Hein. Donc, répondre à votre question, ça nous demanderait facilement une journée ou deux pour aller vraiment dans le détail. Mais oui, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très spécifique et qui est comment dirais-je, extrêmement prometteur pour nous, business analystes. Ça, c'est très, très clair. Donc, excellente question, Pascal. Je remercie. Bon, je coupe mon micro pour laisser la chance à d'autres de poser des questions. Merci, Michel. Merci, Pascal. Alors, on s'attendait à avoir des questions sur l'agilité et je suis assez surpris de ne pas en avoir. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Hein. On a quand même préparé avec tu Michel. voudrais bien challenger, là. Je vais te challenger un tout petit peu. Hein. Tu dis oui, oui. les exigences métiers avant la notion de projet. En gros, avec des projets agiles, on voit que les taux de succès des projets n'est pas meilleur qu'avant. Donc, en gros, l'agilité, ce n'est pas la solution. La solution, elle serait plutôt à regarder du côté du RMO. C'est bien de ça dont il s'agit. Celui qui a écrit ça, il a tout compris à ma présentation. Merci beaucoup, monsieur ou madame. Alors, je viens de résumer, hein, je ne lis pas, parce que personne n'a posé ces questions de l'agilité. Et en fait, si je reprends hein, l'agile, hein, il y a des notions, par exemple, de Kanban, DevOps. Alors, DevOps, par exemple, on a eu une soirée DevOps où Oui. on est vraiment dans le run, Oui. où ils disent les gens qui font de l'opération, ils disent qu'on doit travailler main dans la main, dans la même équipe. On l'appelle Scrum, on l'appelle autrement, mais il doit faire partie prenante du projet. Il n'y a plus, on met en production et après, il y a l'équipe des opérations qui prend la main. C'est ensemble qu'on travaille. Oui, oui, mais DevOps, pour moi, n'est pas directement lié à l'agilité. DevOps, c'est dire, dites-moi si je me trompe, mais DevOps, c'est de se dire, dans le fond, il faut organiser des équipes mixtes entre le développement et l'exploitation pour que on s'entende bien directement sur comment on va faire fonctionner les trucs. Voilà, alors je résume un peu agilité avec le gros buzzword qui regroupe tous les dernières tendances. Hein, non, non, non. Pour moi, dans agilité, il n'y a pas DevOps. À tort ou à raison, hein, mais dans agilité, pour moi, il n'y a pas DevOps. Encore que l'approche DevOps permettrait peut-être d'aller dans le sens de l'agilité, dans le sens où l'agilité prétend aller plus vite que tout autre mode de fonctionnement. Voilà, donc là on voit que du côté opération, il y a une espèce de rapprochement, un peu un développement continu, quelque chose de beaucoup plus proche. Je prends plutôt le côté projet, on parle beaucoup de Scrum, mais il y a aussi le Kanban. Le Kanban, c'est quoi? C'est que on ne fait pas des sprints ou autre, on prend les exigences les unes après les autres, et puis on y va, on les prend et puis on les implémente, projet par projet. On a un budget, on a une équipe, et puis on prend selon les priorités, et puis voilà. Tout Là aussi, un peu dans une notion d'amélioration continue, sans forcément… C'est l'idée du product backlog par rapport au sprint backlog, quelque chose comme ça. Exactement. Est-ce qu'un product backlog ne pourrait pas être une résultante de ton RMO et être implémenté main dans la main avec du Kanban et du DevOps, par exemple? Alors, la réponse est non. Plus la notion de projet là-dedans. La réponse est non, parce que on ne connaît pas les requirements en détail que l'on commence un projet agile ou que l'on commence un projet en cascade. Je préfère, moi d'ailleurs, adopter la terminologie PMI qui dit Plan Driven ou Change Driven. Okay. À partir du moment où les spécifications fonctionnelles
les exigences métiers sont inconnues, on tombe dans mon exemple de pont pour traverser la rivière. Je suis incapable de chiffrer le projet. Qu'est-ce que je vais fournir? Combien ça va coûter? Combien de temps ça va prendre? Par définition, je suis incapable de le faire, moi, comme chef de projet. Et donc, si vous voulez, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis DSI dans une entreprise en 1996 et j'ai sur mon bureau le document qui s'appelle RAD, Rapid Application Development. Okay. Je lis ce machin-là très attentivement. Et quand je referme le bouquin, ou les 80-85 pages, je me dis, est-ce que ce truc est la solution à mon problème? Et après l'avoir lu, ma réponse a été non. Tout simplement en disant, les projets agiles fonctionnent de la même manière que les projets non agiles, je vais les appeler comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire au départ. Alors, ils inventent un mois ou deux préalables quand même, mais ce n'est pas un effet tunnel de faire une analyse à haut niveau des exigences. Ils sont incapables de définir ce que c'est qu'un haut niveau. Et ça pourrait bien constituer une espèce de product backlog. Okay? Mais globalement, je suis un peu sévère, mais globalement, un projet agile démarre en ne sachant pas ce qu'il va faire, de la même manière que tout autre projet. Et donc, il n'y a aucune raison, et là j'ai envie de dire les chiffres jouent en ma faveur, il n'y a aucune raison que le projet réussisse mieux que les autres. Je pourrais vous raconter une autre histoire. Je reste intéressé par l'agilité, je crois dans l'agilité, à l'inverse, je ne crois pas du tout dans Scrum, dans une manière de l'avoir implémenté. Mais je suis persuadé que l'agilité est très importante dans les entreprises. Ce n'est pas Scrum l'agilité, c'est une manière, c'est une stratégie de développement de projet, en mettant en place un certain nombre de compétences. Mais fondamentalement, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est que l'agilité, ou en tout cas Scrum, est une stratégie de développement de projet. Ce n'est pas une manière d'analyser des requirements. Et dans le fond, pour moi, je ne crois pas, désolé pour l'IBA, je vais encore me faire des nouveaux ennemis, mais je ne crois pas dans l'agile billet. Ça n'a aucun sens pour moi. Un billet n'est pas agile. Un billet travaille sur un projet dont la stratégie de développement est en cascade. Un billet travaille sur un projet dont la stratégie de développement est Scrum, mais un billet est un billet. Ils font d'ailleurs, à la limite, j'ai envie de défier quiconque de me dire qu'est-ce qui est spécifique dans les 100 pages de l'agile billet par rapport au contenu du Babok. Je continue à me faire un certain nombre d'ennemis. Hein. Mais tant pis, je n'y crois pas, moi, personnellement. Hein. Tu parlais de plan-driven et change-driven. Dans le Babok, c'est une des toutes premières tâches qu'il faut définir. C'est dans quelle approche le projet fonctionne. Et effectivement, oui. L'IBA, après, a fait cette extension agile. Oui. Mais dans le Babok lui-même, toutes les tâches, elles sont autant valables d'un business analyst, sont autant valables pour le waterfall ou pour l'agile. Oui, ouais. Mais là, je mets un petit bémol. Ce n'est pas le business analyst qui choisit la stratégie de développement du projet, c'est le chef de projet. Et c'est le business analyst qui s'adapte. Effectivement, c'est fait alors, ce n'est pas lui qui le décide. Parmi les voilà, on y arrive. Il y a le chef de projet qui est partie prenante dans la décision. Effectivement, ce n'est pas lui qui choisit ça tout seul dans son coin. Alors, j'ai posé la question si d'autres personnes voulaient intervenir. Je vais regarder. Ok, je crois qu'on arrive à et demi. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Je pense qu'on peut… S'il n'y a plus de questions, on peut clôturer avec plaisir. S'il y a encore d'autres questions, on peut peut-être prolonger de quelques petites minutes. Oui, alors il y a encore une série de questions. Je vais peut-être prendre en haut ici. Alors, on revient un petit peu au début. Oui. Je ne comprends pas que le RMO soit sous le CIO plutôt qu'au business unit, de même que l'architecture d'affaires. Ah, excellente question. Quand on est un petit peu attentif, je vais répondre de manière… Ma première partie de réponse va être une boutade et je prie la personne qui a posé la question de ne pas m'en tenir trop rigueur.
mais il y a l'éclosion sur LinkedIn et ailleurs de toute une série de chief quelque chose officer. Oui. Moi, ce que je crois, c'est que ce n'est pas la peine d'en inventer des pléthores parce que le directeur général, il n'a pas envie d'avoir 40 types directement qui rapportent à lui. Donc, c'est un nonsense de vouloir dépasser 8 à 10 personnes. J'ai été même un peu méchant dans une de mes réponses en disant j'ai inventé le nouveau CEO, c'est le Chief Email Officer. Mais vous oubliez cette remarque. Donc, maintenant, il faut choisir où on met le business analyst et d'ailleurs où on met l'architecte d'entreprise. Ça reste un terrible débat. Je vais même raconter une autre petite histoire. Dans la fin des années 80, au début des années 90, les chefs de projet informatiques ne se débrouillaient pas bien, les directeurs généraux en avaient marre de voir les projets se casser la figure et ils se sont dit, les chefs de projet informatiques ne sont pas bons, je vais nommer des utilisateurs chefs de projet. Le résultat, c'est que c'était encore pire. Et donc, la gestion de projet est revenue à la DSI. J'ai vu des business analysts dans des départements business units, les inconvénients sont supérieurs aux avantages. C'est pas mal, il y a un côté proximité, c'est sympa, on établit des liens, le business analyst progresse rapidement parce qu'il est confronté tous les jours au métier de ses utilisateurs, c'est formidable. À l'inverse, ça développe le shadowing. Et ça, je suis fondamentalement contre ce machin-là, et beaucoup d'entreprises sont fondamentalement contre ce truc. Et en plus, ils ne travaillent pas avec les mêmes méthodes, et donc tout ça est un peu éclaté. Je crois sincèrement que l'architecte d'entreprise qui concerne le système d'information, les business analysts qui travaillent sur les systèmes d'information doivent dépendre du DSI. Voilà. Avantages, inconvénients, ce n'est pas 0-100, ce n'est pas 100-0, mais je dirais que l'explosion ou la délégation ou la décentralisation d'un certain nombre de fonctions en dehors de la DSI a montré qu'en final, ça avait plus d'inconvénients que d'avantages. Pardon. J'espère avoir répondu à la question. Voilà. Bonsoir, Monsieur Merdi. Bonsoir, Monsieur Mehdi. Est-ce que vous voulez bien poser votre question? Je pense que ce serait bien que vous la posiez directement. Sinon, je vais la lire. Il est là. OK, je vais la lire donc. Ce que vous ajoutez comme responsabilité au BA à travers le RMO, c'est ce que les BA définissent en auto-approvant eux-mêmes, définissent et auto-approuvent eux-mêmes les requirements. Ah non. Oui. Ah non, non, fondamentalement pas. Hein. D'abord, c'est l'utilisateur qui approuve les requirements d'une manière générale, c'est indiscutable. Et l'autre chose, c'est que sur un projet alors en particulier, c'est le project sponsor, c'est les SMIs, voilà. Mais le business analyst, ce n'est pas parce qu'il vient avec 80% de la solution. Ce n'est pas, ou des requirements, ce n'est pas parce qu'il est capable de valider, ce n'est pas parce qu'il a des compétences dans le domaine que c'est lui qui valide. C'est lui qui spécifie, c'est lui qui transforme les problèmes, l'expression, les symptômes évoqués par les utilisateurs, qui les transforme en requirements. Ce n'est pas pour ça que c'est lui qui met le cachet final sur le requirement. Voilà ma réponse. Très bien. Je crois qu'on va en rester là. Il n'y a plus d'autres questions. On arrive gentiment au bout de… Moi, j'aurais peut-être une question, si je peux. Bien sûr. Michel, les exigences réglementaires m'ont interpellé. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Pierre-André Signet. Ah, bah, bonjour, enfin rebonjour, professeur, rebonsoir. Oui, Oui. Bonsoir. Les exigences réglementaires m'ont interpellé, Oui. surtout dans l'enseignement. Oui. J'ai souvent été confronté à ce problème où mes étudiants, en fait, font en modèle, mais bon, c'est une traduction des exigences. Oui. Et puis, tout ce qui est réglementaire, en fait, ils se basent simplement sur ce qu'ils connaissent. Et souvent, c'est très parcellaire. Ce que je disais dans la modélisation des données,
très souvent, les gens vont mettre des codifications numériques alors que ça doit être des chaînes de caractères ou des choses comme ça. Voilà. Euh, Ben là, il y a un non-respect des exigences, tout simplement. Hein. ouais. Alors, pensez par exemple à la banque, qui est quand même un métier très régulé, oui. Et, il y a BAL 2, il y a BAL 3, il y a toute une série d'autres normes ISO, notamment en termes de reporting, ça ne se discute pas. Elles existent, il y a des dizaines, des centaines de pages parfois, il faut les apprendre par cœur, il faut les traduire en requirement, il faut… Voilà, ça ne se discute pas. Il faut appliquer, c'est la loi, c'est dans la norme, dans le domaine bancaire, il faut faire ça, point à la ligne. Ouais, mais là, je parlais d'éléments plus basiques, ne serait-ce que des adresses correctement réalisées. Ah ouais, Le code postal, le lien avec la localité, etc. On en voit tous les jours. Ah oui, oui, mais tiens, je vous renverrai bien à la notion de troisième forme normale. Hein. Est-ce que dans l'adresse de quelqu'un, je mets le code postal plus la ville? Voilà. C'est une forme de redondance. Donc, c'est un problème que vous avez aussi rencontré Oui, oui. en Ah ben, entreprise. des mauvais billets, il y en a plein. Hein. Des jeunes, on va dire. Voilà, on arrive gentiment au bout. Alors, Mehdi m'a dit qu'il avait il était en mute. Si tu veux poser une autre question, n'hésite pas. Sinon, voilà. Merci beaucoup, Michel. On Merci organisera beaucoup de votre invitation. une autre soirée avec Michel. Tu as une autre conférence entre le BA et le chef de projet. Ah oui, non, ça c'est un truc qui a pas mal marché. Même à Casa, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai fait plusieurs fois pour le PMI là-bas et pour d'autres PMI. C'est un truc. Alors, on a tendance à opposer le chef de projet au business analyst. Moi, j'avais envie d'en faire une Dream Team. Et donc, ma présentation, c'est de PMBA de Dream Team. Et c'est de montrer comment, en réalité, le chef de projet et le business analyst travaillent main dans la main pour réussir le projet, l'un responsable du projet, l'autre responsable du produit. Mais en sachant bien que même si le produit et même si les exigences métiers ont une durée de vie plus longue que la durée de vie du projet, en se disant bien qu'il n'y a qu'un seul patron sur un projet, c'est le chef de projet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est possible de les faire le mieux possible travailler ensemble. Et donc, j'ai proposé des matrices RACI, des manières de découper des projets en phases, qui est responsable du WBS de quoi exactement, etc. C'est une petite présentation de 45 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Ouais. C'est assez sympa de montrer en réalité l'incroyable complémentarité qu'il peut y avoir entre les deux. Ce sera pour l'année prochaine. D'accord. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube si vous voulez voir le replay. Et puis, on a commencé par la pub. On va finir par la pub. Normalement, vous le voyez. Ça, c'est la soirée de jeudi prochain, le Wallet Challenge, où en fait, on va travailler toujours avec Zoom, des sous-groupes, et on va faire un exercice ludique voilà, de design thinking avec, je vous révélerai un petit peu l'exercice, mais avec un Pink Vador où on va identifier les besoins, trouver des solutions et les présenter, tout ça en 1h15. Donc voilà, ce sera un atelier beaucoup plus pratique autour du design thinking. Merci à tout le monde. Merci Michel. Et à tout bientôt. Merci. Au revoir, merci.